L'hiver avait jeté un linceul de givre sur les collines endormies de l'Auvergne, transformant la campagne en une carte postale d'une beauté austère et silencieuse. Mais sur la ferme isolée où vivait Léo, cette beauté haine était qu'une façade glaciale. Le vent s'engouffrait dans les fissures de la vieille bâtisse en pierre, portant avec lui une plainte funèbre qui semblait faire écho au silence pesant qui régnait à l'intérieur. La courne était qu'une étendue de boue gelée, parsemée de flaques d'eau durcies comme du verre. Chaque matin, le garçon de 8 ans sentait le froid s'infiltrer non seulement à travers ses vêtements usés, mais aussi dans son âme. La nature, si majestueuse et vivante au-delà des clôtures, semblait retenir son souffle autour de cette maison où la chaleur des cœurs S était éteinte depuis bien longtemps, laissant place à une atmosphère lourde et oppressante. Ce jour-là, le crépuscule tombait déjà, peignant le ciel de teintes violettes et orangées qui n'apportaient aucune chaleur. Léo, frêle silhouette perdue dans un manteau trop grand, s'acharnait à fendre une dernière bûche. Ses mains, rougies et gourdes par le froid, tremblaient de fatigue. Le métal de la vieille hache rencontra un nœud dans le bois avec un bruit sec et, soudain, le manche usé se brisa net. Le garçon resta figé, le souffle coupé, le cœur battant la chamade dans sa poitrine. Il vit l'ombre de son oncle Gérard s'allonger sur le sol gelé avant même d'entendre ses pas lourds. L'homme, massif et renfrogné, s'approcha sans un mot, arracha les 2 morceaux de l'outil des mains de l'enfant et les examina avec un mépris glacial. Puis son regard dur se posa sur Léo, un regard qui ne promettait rien de bon. La sentence tomba, sèche et cruelle comme le vent d'hiver. « Puisque tu ne sais rien faire d'autre que casser, tu passeras la nuit dans la grange. » Sans dîner, Gérard attrapa le garçon par le bras, sa poigne de fer se refermant sur la maigre épaule de Léo, et le traîna sans ménagement à travers la cour boueuse. La grange était un tombeau glacial, sentant le foin humide et l'oubli. L'oncle le poussa à l'intérieur, dans l'obscurité presque totale, et referma la lourde porte en bois. Le son du verrou qui coulisse résonna comme une condamnation définitive, plongeant Léo dans un silence absolu et une solitude terrifiante. C'est dans de tels moments de détresse que l'on mesure l'importance de ne pas rester seul. Si vous croyez que des histoires comme celle-ci méritent d'être entendues, votre abonnement nous aide à continuer de leur donner une voix. Recroquevillé dans un coin sur une paillasse rêche, Léo tremblait de tous ses membres, le froid mordait sa peau à travers les trous de son pull, et la faim lui tordait l'estomac. Il n'avait pour seule couverture qu'un vieux sac de jute qui sentait la poussière. Les larmes qu'il avait réussi à retenir devant son oncle coulaient maintenant en silence sur ses joues sales, gelant presque au contact de l'air. À travers une fente dans le toit délabré, il aperçut une étoile, un unique point de lumière perçant le velours noir du ciel. Ses lèvres gercées murmurèrent les noms de ses parents, Sophie et Mathieu, un appel désespéré lancé à des fantômes aimants. Dans ce cachot glacé, une certitude terrible et libératrice germa en lui. Mourir de froid en essayant de fuir valait mieux que de mourir un peu plus chaque jour dans cette maison. La décision prise dans les ténèbres glaciales de la grange donna à Léo une force qu'il ne se connaissait pas. Chaque muscle de son petit corps protestait, mais la volonté de survivre, de fuir ce tombeau de solitude, était plus forte que la douleur et le froid. Ses doigts gourds et à moitié gelés cherchèrent une faiblesse dans les vieilles planches du mur. Il en trouva une, près du sol, là où le bois avait pourri avec l'humidité. Grattant, poussant, tirant avec l'énergie du désespoir, il parvint à elle écarter juste assez pour se glisser dehors. L'air nocturne, d'une pureté glaciale, lui brûla les poumons. Sans un regard en arrière, il courut, ses pieds s'enfonçant dans la neige fine qui recouvrait le sol gelé. La forêt, sombre et menaçante, devint son seul refuge, chaque arbre un complice silencieux dans sa quête désespérée de liberté. Il courut jusqu'à ce que ses jambes ne le portent plus, jusqu'à ce que chaque inspiration soit une lame de glace dans sa poitrine. Le monde autour de lui se mit à tanguer, les silhouettes noires des arbres se déformant en monstres effrayants. Elle, épuisement,
La faim et le froid eurent finalement raison de sa détermination. Il trébucha une dernière fois, sa petite silhouette s'effondrant dans la neige près d'une vieille clôture en bois qui délimitait une autre propriété. Le ciel commençait à peine à pâlir à l'est quand Marcel, le vieux fermier voisin, sortit pour nourrir ses quelques poules. C'est là qu'il l'aperçut, un petit tas de vêtements usés à moitié recouverts par la neige fraîche de la nuit. S'approchant avec prudence, son cœur se serra en reconnaissant le fils de Sophie et Mathieu, son visage d'une pâleur de cire, ses lèvres bleues. Sans une seconde d'hésitation, il le souleva délicatement dans ses bras, un poids-plume, et le ramena chez lui. La petite maison de Marcel était l'antithèse de la ferme de Gérard, modeste et simple, mais baignée d'une chaleur qui venait autant du poêle à bois crépitant dans l'âtre que de l'âme de son propriétaire. Il déposa Léo sur un canapé usé près du feu, le débarrassant de ses vêtements humides pour l'envelopper dans une épaisse couverture de laine. Il ne posa aucune question, ne prononça aucun jugement. Il se contenta de lui préparer un bol de soupe aux légumes, fumante et odorante. Quand Léo reprit conscience, la première chose qu'il sentit fut cette chaleur enveloppante, puis l'odeur réconfortante du bouillon. Marcel s'assit près de lui et lui tendit le bol. Pour la première fois depuis des mois, Léo reçut de la nourriture et de la chaleur sans avoir à les mériter par un travail harassant ou à les payer par une humiliation. Était un simple geste de pure bonté, si étranger qu'il en parut presque irréel. Alors que Léo buvait la soupe à petites gorgées, ses mains tremblantes enfin réchauffées par le contact du bol, Marcel l'observait avec un regard empreint d'une infinie tristesse et de tendresse. Il voyait dans les traits fins du garçon le reflet de ses amis disparus, une mémoire vivante de jours plus heureux. Sa voix, habituellement rocailleuse, se brisa légèrement lorsqu'il murmura, plus pour lui-même que pour l'enfant. « Tu as les yeux de ta mère, tu sais, les mêmes que Sophie. » À l'évocation de ce nom, prononcé avec tant de douceur et d'affection, quelque chose se brisa en Léo. Le mur de glace qu'il avait bâti autour de son cœur pour se protéger vola en éclats. Les larmes, si longtemps contenues, jaillirent de ses yeux dans un flot irrépressible, des sanglots déchirants qui secouaient tout son être frêle et épuisé. Marcel ne dit rien. Il laissa le chagrin de l'enfant s'exprimer, sachant que ses larmes étaient une rivière nécessaire pour nettoyer les blessures de l'âme. Il posa simplement sa main rugueuse et calleuse sur la petite épaule de Léo, un contact solide et rassurant. Était une libération. Chaque sanglot emportait avec lui une parcelle de la peur, de la solitude, de l'injustice et du désespoir accumulés depuis la mort de ses parents. Dans ce moment de vulnérabilité totale, un lien indestructible se tissa entre le vieil homme et le jeune garçon. Ce N était plus seulement un voisin secourable et un enfant en fuite. Il devenait, sans le savoir encore, le début d'une nouvelle famille, une famille choisie par le cœur. Pour la première fois, Léo se sentit en sécurité, protégé non par des murs de pierre, mais par la présence bienveillante de cet homme qui avait connu et aimé ses parents. Les jours suivants furent une lente et difficile acclimatation à la gentillesse. Le traumatisme avait laissé des cicatrices profondes dans l'esprit de Léo. Il vivait dans une méfiance constante, s'attendant à chaque instant à ce que la bienveillance de Marcel ait un prix. Il sursautait au moindre geste brusque, parlait peu, et passait son temps à essayer de se rendre utile, balayant le sol ou rangeant le bois, comme pour payer sa dette. Les nuits étaient peuplées de cauchemars, où le visage colérique de son oncle et le regard glacial de sa tante le poursuivaient. Une culpabilité irrationnelle le rongeait, celle de ne pas avoir été assez fort, d'avoir en quelque sorte trahi la mémoire de ses parents en subissant sans se révolter. Il luttait pour accepter qu'il méritait d'être simplement un enfant, d'être aimé sans condition. Marcel, avec la sagesse que seule une longue vie de labeur et d'observation peut donner, comprit la peur silencieuse de l'enfant. Il ne le brusqua jamais, ne le força pas à parler de ce qu'il avait enduré. Au lieu de cela, il choisit le chemin des souvenirs. Assis près du feu le soir, il se mit à raconter des histoires sur Sophie et Mathieu. Il décrivait le rire de Mathieu,
un rire franc et puissant qui, disait-il, pouvait faire fuir les nuages. Il parlait du jardin de Sophie, de sa patience infinie avec les fleurs les plus capricieuses, de la façon dont elle semblait leur murmurer pour les faire éclore. À travers ces récits, il ne ressuscitait pas seulement des fantômes. Il redonnait à Léo l'image de ses parents aimants et joyeux, chassant peu à peu les ombres de la tragédie pour ne laisser que la lumière de leur amour. Pendant ce temps, à la ferme, la disparition de Léo avait déclenché non pas de l'inquiétude, mais une fureur froide et calculatrice. Gérard et Monique ne voyaient pas en lui un neveu perdu, mais une main d'œuvre gratuite évaporée, et, surtout, un obstacle potentiel à leur contrôle total sur les terres. Leur recherche n'avait rien de l'angoisse de tuteurs aimants. C était la traque de propriétaires cherchant à récupérer un bien qui leur avait échappé. Ils firent le tour du voisinage, non pas pour demander de l'aide, mais pour semer le doute, décrivant Léo comme un enfant difficile, menteur et ingrat, qui avait sûrement fugué sur un coup de tête. Chaque mot était une pierre jetée pour salir la réputation du garçon et justifier par avance leur propre cruauté. Leur enquête les mena inévitablement à la porte de Marcel. Gérard, le visage déformé par une fausse sollicitude qui masquait mal sa rage, se présenta comme un oncle éploré, Monique jouant le rôle de la tante dévastée à ses côtés. Il exigea de récupérer son neveu, accusant à demi-mot le vieil homme de l'avoir influencé, voire enlevé. La confrontation fut brève mais intense. Marcel, debout sur le seuil de sa porte, se dressa comme un chêne centenaire face à la tempête. Calme et résolu, il leur refusa l'entrée, déclarant simplement que l'enfant était malade et affaibli et qu'il ne le laisserait repartir sous aucun prétexte. Derrière lui, Léo, terrorisé, s'agrippait à sa jambe, le corps tremblant de tous ses membres à la vue de ses bourreaux. Voyant sa tentative d'intimidation échouer, Gérard passa aux menaces directes. Sa voix monta d'un cran, résonnant dans l'air froid du matin. Il hurla qu'il était le tuteur légal de Léo, qu'il allait appeler les gendarmes et porter plainte contre Marcel pour séquestration. Il le traiterait de vieillard sénile, de fou dangereux qui détournait les enfants. La violence de ses propos laissa un silence pesant. Léo sentit la peur le submerger à nouveau. Avait-il eu raison de fuir? En se réfugiant ici, n'avait-il pas simplement déplacé le problème, mettant en danger cet homme bon qui lui avait tout donné? C'est dans ces instants où tout semble perdu que se révèle la véritable force d'une conviction. Si vous pensez que des histoires comme celle-ci, où des gens ordinaires se battent pour ce qui est juste, méritent d'être partagées, votre soutien par un abonnement nous est précieux. Une fois Gérard et Monique repartis en proférant d'autres menaces, Marcel referma doucement la porte et se tourna vers Léo, dont le visage était baigné de larmes. Il s'accroupit pour être à sa hauteur et lui assura d'une voix douce qu'il n'avait rien à craindre. Il ne tremblait pas de peur, mais d'une juste colère. Il se dirigea ensuite vers un vieux coffre en bois sculpté posé dans un coin du salon. Il l'ouvrit et en sortit une chemise en cuir usée par le temps. Il l'ouvrit sur la table, révélant une liasse de documents jaunis. Il expliqua à Léo que son père, Mathieu, avait été son meilleur ami. C était un homme bon, mais aussi un homme prudent, qui connaissait la nature avide de son propre frère. Avant sa mort, il lui avait confié ses papiers au cas où. Marcel ne détailla pas le contenu des documents à l'enfant, qui n'aurait pas tout compris. Mais en voyant les signatures de ses parents au bas des pages, Léo sentit un poids immense s'enlever de ses épaules. Ces feuilles de papier N étaient pas que de l'encre et de la cellulose. Elles étaient la preuve tangible de l'amour et de la prévoyance de ses parents. Elles étaient une promesse, un testament de leur volonté de le protéger même par-delà la mort. La peur qui le paralysait depuis si longtemps commença à se dissiper, remplacée par une étincelle de courage. Il n'était plus seulement un orphelin fuyant ses tortionnaires. Il était Léo, le fils de Sophie et Mathieu, et cet homme, ce vieil ami fidèle, était désormais son allié, son gardien, prêt à mener la bataille pour son avenir. Le rendez-vous eut lieu dans le bureau austère d'un médiateur, une pièce impersonnelle aux murs beige qui semblait absorber toute chaleur et toute couleur. L'atmosphère était lourde, chargée d'une tension palpable. D'un côté de la table en bois verni,
Gérard et Monique affichaient des mines de circonstance, jouant à la perfection le rôle des tuteurs dévoués et injustement accusés. De l'autre côté, Marcel était assis, le dos droit, sa dignité silencieuse contrastant violemment avec la comédie qui se jouait en face. À ses côtés, Léo, petit et fragile sur sa chaise trop grande, gardait les yeux baissés, une main agrippée discrètement au tissu de la veste de son protecteur. Entre eux, une assistante sociale au regard attentif et un avocat au visage impassible écoutaient le récit de Gérard, qui décrivait avec une fausse émotion un neveu difficile et instable, influencé par un vieil homme isolé et peut-être sénile. Monique prit le relais, sa voix mielleuse dégoulinant de fausse compassion. Elle parla des sacrifices qu'ils avaient faits, de la patience dont ils avaient dû faire preuve face à un enfant marqué par la tragédie et enclin au mensonge. Chaque mot était une distorsion cruelle de la vérité, une pierre de plus ajoutée au mur de calomnie qu'ils construisaient autour de Léo. Le garçon sentait le poids de ces accusations, une honte familière et brûlante lui montant aux joues. Il revoyait la grange glaciale, sentait la faim lui tordre le ventre, entendait les cris et les reproches. Il se recroquevilla un peu plus sur sa chaise, souhaitant disparaître. L'assistante sociale, Madame Dubois, ne quittait pas l'enfant des yeux, son expression neutre ne laissant rien transparaître de ses pensées, mais son regard cherchait une fissure dans le récit trop parfait des tuteurs. C'est alors que Marcel, sans un mot, posa délicatement sur la table la vieille chemise en cuir. Le geste fut si calme, si dénué de théâtralité, qu'il n'en fut que plus puissant. Il l'ouvrit lentement, révélant les documents jaunis par le temps. Il ne les brandit pas comme une arme, mais les fit glisser sur le bois poli en direction de l'avocat. « Mathieu était mon meilleur ami », dit-il simplement, sa voix grave remplissant le silence soudain. Il était aussi un homme prévoyant. Il connaissait son frère. L'avocat prit la liasse de papier, ses sourcils se fronçant légèrement en reconnaissant la nature des documents. Le bruissement des feuilles tournées fut le seul son dans la pièce pendant un long moment. Un son fragile qui portait en lui le poids d'une vérité sur le point d'éclater. L'avocat se racla la gorge et commença à lire à voix haute certains passages clés. Ses paroles tombèrent dans la pièce avec la force d'un jugement irrévocable. Il y avait un testament, un vrai, rédigé devant notaire peu après la naissance de Léo. Un document que Gérard et Monique avaient affirmé ne jamais avoir existé. Il stipulait clairement que toutes les terres, la ferme, l'intégralité des biens de Sophie et Mathieu revenaient à leur fils unique, Léo, et dans une clause finale, aussi claire que le cristal, il était écrit qu'en cas de malheur, la tutelle légale de l'enfant devait être confiée non pas à son oncle, mais à leur ami de toujours, Marcel. Le visage de Gérard passa de la fausse sollicitude à une pâleur livide, puis à une rougeur de fureur contenue. Le piège qu'il avait lui-même tendu venait de se refermer sur lui. Un silence profond s'installa. Le masque des tortionnaires était tombé, révélant la laideur de leur cupidité. Madame Dubois se pencha alors vers Léo, et pour la première fois, une lueur de douce compassion éclaira son visage. Elle lui parla doucement, comme si personne d'autre n'existait dans la pièce. « Et toi, Léo ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce que tu veux ?» Tous les regards se tournèrent vers lui. Il sentit la main de Marcel se poser sur son épaule. Un contact rassurant qui lui donna une force insoupçonnée. Il releva la tête et son regard, qui avait si longtemps fui celui des autres, se posa directement sur son oncle et sa tante. Sa voix, bien que frêle, ne trembla pas. « Je veux juste que la maison de mes parents redevienne un foyer, » dit-il. « Un endroit où plus personne n'aura jamais froid, ni faim. » Ce haine n'était pas un cri de vengeance, mais la digne affirmation d'un héritier reprenant possession non seulement de ses terres, mais de son histoire. La décision du médiateur fut sans appel, et la justice, si longtemps bafouée, reprit enfin ses droits. La garde de Léo fut officiellement confiée à Marcel, et une enquête pour maltraitance fut ouverte à l'encontre de Gérard et Monique, qui furent sommés de quitter la ferme sur le champ. Ils sortirent du bureau la tête basse,
leur visage décomposé par une rage impuissante et l'humiliation de voir leur cupidité exposée au grand jour. Pour la première fois, Léo ne ressentit ni peur ni haine en les voyant, mais une sorte de pitié lointaine. Ils étaient devenus insignifiants. En sortant dans l'air frais, la main de Marcel solidement posée sur son épaule, Léo leva les yeux vers le ciel et respira profondément. Était l'air de la liberté, un air qui ne sentait plus la menace ni le désespoir, mais la promesse d'un nouveau départ, d'un avenir qu'il avait enfin le droit de construire. Le retour à la ferme fut à la fois un déchirement et une renaissance. Chaque pièce, chaque recoin de la vieille bâtisse en pierre était imprégné des fantômes de la peur et de la solitude. Mais ensemble, Léo et Marcel entreprirent de chasser ces ombres par la lumière. Ils ouvrirent les volets clos depuis si longtemps, laissant le soleil inonder les pièces poussiéreuses. Ils repeignirent les murs de couleur chaude, et dans le jardin abandonné, ils plantèrent des jonquilles et des rosiers, les fleurs préférées de Sophie. La grange, jadis sa prison glaciale, fut vidée du foin humide et des vieux outils rouillés pour devenir un atelier de bricolage et une salle de jeu. Chaque coup de pinceau, chaque graine plantée dans la terre était un acte de réappropriation, transformant un lieu de souffrance en un sanctuaire de mémoire et de vie nouvelle. La maison de ses parents redevenait enfin un foyer. Les années qui suivirent furent celles de la guérison et de la construction. Le lien entre Léo et Marcel se renforça, se muant en une relation père-fils aussi solide et naturelle que les vieux chênes qui bordèrent la propriété. Le garçon grandit, son corps s'épaissit, et sa confiance en lui s'épanouit sous le regard bienveillant de celui qu'il appelait désormais « papy ». Ensemble, ils firent prospérer la ferme, non pas par avidité, mais avec le respect de la terre que Mathieu leur avait transmis. L'idée naquit un soir d'hiver, près du feu crépitant. Ils ne voulaient pas que l'héritage de Sophie et Mathieu ne soit que des terres et des murs. Ils décidèrent de transformer la ferme en un lieu d'accueil, un refuge pour les enfants que la vie avait blessés, comme Léo l'avait été. La fondation Sophie et Mathieu était née, non d'un projet, mais d'une évidence du cœur. 10 ans plus tard, Léo, devenu un jeune homme de 18 ans, se tenait sur le perron de la ferme. Il était grand, fort, et ses yeux bruns, autrefois hantés par la peur, reflétaient maintenant une sérénité profonde. Il observait un petit garçon nouvellement arrivé, recroquevillé sur lui-même près de la vieille clôture, au même endroit où Marcel l'avait trouvé presque mort de froid. Léo s'approcha doucement, s'accroupit à sa hauteur et lui tendit un bol de chocolat chaud fumant. Le petit le regarda avec méfiance. « N'aie pas peur », dit Léo d'une voix douce qui portait en elle toute la mémoire de sa propre douleur et de sa guérison. « Ici, tu es chez toi. C'est en voyant ce cycle de souffrance enfin brisé que l'on mesure la puissance de l'espoir. Pour que nous puissions continuer à partager ces récits qui réparent le monde, un cœur à la fois, votre soutien par un abonnement est notre plus belle force. »